Bonjour tout le monde. On va commencer du coup ce webinaire. Le principe de ce webinaire, donc du coup, j'ai encore du monde qui se connecte, ça va être de parler de la sauvegarde M365, de tout l'environnement, donc du coup Microsoft 365. Je vais partager mon écran et si une personne dans le chat peut me dire que si vous voyez bien ce dernier, ce sera parfait. Par exemple, Manon, si tu peux m'écrire et me dire que c'est bon, ce sera parfait. Hop, ça, je vais le mettre ici. Ok, impeccable. Merci, Kylian. Super. Tout le monde voit l'écran. Nickel. Eh ben, on va pouvoir commencer. Du coup, bienvenue à tous. Donc, l'objectif du webinaire, à l'ordre du jour, on va déjà commencer à se poser la question pourquoi se poser la question de la sauvegarde des données M365. Cloud égale sauvegarde. On verra si c'est le cas ou pas. Qui est responsable de quoi en cas de perte de données? Ça, je pense que c'est intéressant parce que tout le monde n'a pas les notions des responsabilités de Microsoft versus vos responsabilités à vous. On verra également ce qui existe en standard dans Microsoft, parce qu'il y a des stratégies de rétention à ne pas confondre avec une sauvegarde qui existe dans Microsoft 365. Et enfin, je vous ferai la démonstration de l'outil de sauvegarde de Microsoft. Alors, il en existe d'autres sur le marché, mais c'est un des outils, on va dire, le moins onéreux et le plus simple à mettre en place. Et donc, du coup, bon, alors, bien entendu, qui dit moins onéreux dit plus simple à mettre en place, mais dit surtout des fonctionnalités également qui peuvent être, on va dire, réduites, mais qui sont nécessaires et suffisantes pour une PME. Et donc, du coup, ce sera une présentation de cet outil-là. Donc, première chose, c'est pourquoi on se pose la question de sauvegarder ces données de Microsoft 365. Alors, mes objectifs sur ce webinaire, c'est de vous apporter des informations factuelles. Je vais vous donner un peu mon avis, mais surtout factuellement ce que vous allez retrouver ou pas dans Microsoft 365 aujourd'hui. Et nous, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec Arpège nous, en interne, en termes de sauvegarde, parce que je ne sauvegarde pas l'intégralité de mes données qui sont dans Microsoft 365 et je vous expliquer aussi pourquoi après par la suite. Voilà. Donc, du coup, la première question, pourquoi on se pose la question de sauvegarder ces données? Bah, première chose, c'est qu'aujourd'hui, dans Microsoft 365, on peut mettre beaucoup d'éléments. Vos mails, dans Exchange, bien entendu, vos fichiers dans SharePoint, mais pas que. Avec l'avènement de Teams, excusez-moi, il y a également des conversations qui peuvent être susceptibles d'être sauvegardées ou pas, et plein d'autres choses. Donc Microsoft 365, ça permet de gérer beaucoup d'informations et beaucoup également de fichiers ou de données critiques. Et donc c'est important que alors que vous soyez gérant d'une société, que vous travaillez dans une société, que vous soyez responsable d'un service informatique ou autre, c'est de votre responsabilité de vous assurer qu'il y ait bien un bon niveau de conservation de ces données-là en cas d'incident. Donc, c'est important de se poser la question de savoir est-ce que je dois ou pas sauvegarder mes données. Deuxième chose, beaucoup d'entreprises et beaucoup de personnes euh, pensent que d'avoir ces données dans le SaaS, dans un logiciel SaaS ou dans le cloud égale sauvegarde. Mais c'est faux. Le cloud, ce n'est pas une sauvegarde. Le cloud, c'est uniquement, au lieu d'avoir une infrastructure à gérer chez vous, une infrastructure informatique, bien entendu, à gérer chez vous, bah, celle-ci est gérée dans un data center et vous avez accès à une partie de ce data center. Je schématise un peu je grossis le trait, je schématise, mais en gros, c'est ça. Donc, cloud n'égale pas sauvegarde. Ça le vaut pour Microsoft 365, mais ça vaut également, et c'est un conseil que je vous donne, pour les autres logiciels que vous pourriez utiliser sur une plateforme. Alors, vous allez me dire, vous n'allez pas sauvegarder tous vos logiciels, mais par exemple, si vous avez un ERP dans le cloud, donc un système de gestion, de facturation ou autre, assurez-vous auprès de l'éditeur ou de l'intégrateur que les données qui sont présentes dedans sont bien sauvegardées à un endroit. C'est pas parce que j'ai mon ERP qui est dans le cloud que les données sont forcément sauvegardées. Moi, si je prends l'exemple d'Arpège, on utilise l'ERP de Microsoft, donc Business Central, pour nous en interne et la CRM de Dynamics. Mais à côté de ça, c'est un environnement que je sauvegarde également ailleurs que dans le cloud de Microsoft. Et c'est important de vous assurer que vos données, donc Microsoft 365, mais pas que, toutes vos données qui sont présentes dans des logiciels SaaS, donc qui ne sont pas hébergés chez vous, soient également sauvegardées. Les données qui vous intéressent, c'est toujours pareil.
sauvegarder des données sur lesquelles vous n'avez pas, qui ne sont pas cruciales, c'est pas forcément nécessaire chez vous. Moi, je pars du principe que je sauvegarde une donnée si je me dis que si celle-là, si cette donnée-là, je la perds demain, est-ce que, ça bloque mon entreprise? Donc, si la réponse est oui, bah forcément, il faut que je la sauvegarde. Est-ce que ça va être gênant? C'est-à-dire que ça va pas forcément bloquer le fonctionnement de l'entreprise. Par contre, si je perds, par exemple, ce fichier-là, je me dis, bah, je mets peut-être 3 jours à retrouver les informations qui étaient présentes dedans. Donc, est-ce que c'est important ou pas de le sauvegarder? Et puis après, vous avez tous les fichiers où honnêtement, si je les perds, je ne m'en suis pas utilisé depuis 4 ans, c'est une présentation d'un ancien webinaire par exemple. Est-ce que si je perds ce fichier-là, c'est crucial pour mon entreprise? La réponse est non. Est-ce que je vais devoir le sauvegarder et donc y affecter un coût? La réponse sera non. Donc je ne vais pas sauvegarder forcément tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, pour en revenir à nos moutons sur cette slide-là, le cloud n'égale pas sauvegarde. Donc, c'est très important que ce soit Microsoft 365, un logiciel dans le cloud ou SaaS, si, assurez-vous qu'il y ait bien une sauvegarde qui existe quelque part. Ensuite, tous les fournisseurs SaaS, y compris Microsoft, Microsoft se fait souvent attaquer ou autre, peuvent avoir leur système qui tombe en panne, c'est déjà arrivé, peuvent se faire attaquer, peuvent être victimes d'attaques cybercriminelles ou autres, et donc il est important que vous ayez une sauvegarde de ces données-là. Donc cloud n'égale pas sauvegarde, et important que vous ayez donc une copie de vos données. Ce qui nous amène à une autre question qui est également au cœur de ce webinaire, c'est qui est responsable de quoi en cas de perte de données? Donc je vous ai fait un tableau, c'est très simple pour pouvoir vous y retrouver, mais c'est encore plus simple en une seule phrase. En gros, sur Microsoft 365, Microsoft, donc l'éditeur, est responsable de l'infrastructure, et vous, en tant que client, vous êtes responsable des données. Donc, si je schématise la chose, l'infrastructure, c'est quoi? C'est l'accessibilité des données. Donc, Microsoft, lui, est responsable de l'accessibilité des données. C'est pour ça que d'ailleurs que vous avez souvent, alors pas que chez Microsoft, chez d'autres éditeurs également dans le cloud ou dans les SaaS, ce qu'on appelle des CLA, donc des taux de service pour avoir des taux d'accessibilité à vos données. Et on vous dit, par exemple, vos données sont accessibles à 99,99% du temps, etc. ou autre. Donc ça, l'accessibilité à la donnée, c'est la responsabilité de Microsoft. De faire en sorte que leur serveur fonctionne, de faire en sorte que vous ayez accès à vos données, ça, c'est la responsabilité de Microsoft. La disponibilité de la donnée également, donc ça revient à peu près au même, accessibilité, disponibilité, mais bon, c'est deux termes différents, donc c'est pour ça que je les ai segmentés en deux. Mais la disponibilité de vos données, c'est également la responsabilité de Microsoft. La sécurité physique du data center, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'intrus qui vont sur le site, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incendie, d'inondation, enfin tout ce qui va être lié à l'environnement ou autre. Enfin, on pourrait imaginer plein de choses. Ça, c'est de l'ordre de Microsoft. C'est Microsoft qui a la responsabilité de son infrastructure. Et enfin, l'administration du data center, bien évidemment, faire en sorte que tout fonctionne correctement à l'intérieur de ce data center-là, c'est la responsabilité de Microsoft. Par contre, tout ce qui va être donné, la donnée en elle-même, ça, c'est vous, c'est votre responsabilité. Première chose, l'intégralité des données. L'intégrité des données, pardon, excusez-moi. L'intégrité des données, c'est votre responsabilité. Demain, si vous êtes, je vais prendre un cas extrême, terroriste, que vous mettez des données qui remettent en cause la sécurité gouvernementale, peu importe ce que dis-je, ou autre, et que vous le mettez dans un OneDrive ou un SharePoint, c'est votre responsabilité. Si on trouve cette donnée sur votre tenant, demain, on ne va pas attaquer Microsoft, on va vous attaquer vous parce que c'est votre donnée. Donc ça, l'intégrité des données qui sont présentes sur le tenant, c'est vous. Si vous mettez un fichier qui contient un virus, c'est votre problématique, ce n'est pas la problématique de Microsoft. Un virus qui impacte vos autres données. Donc ça, c'est important de le savoir, c'est toutes les données que vous mettez dessus, c'est votre responsabilité, ce sont vos données. Ensuite, il y a l'accès et le contrôle. Qui accède à la donnée, c'est également votre responsabilité. Donc, par exemple, si demain vous voulez partager un fichier, je vais envoyer un gros fichier, par exemple, à un client et je ne peux pas l'envoyer par mail parce que ça ne passe pas. Alors là, on s'écarte un peu du sujet. On a un logiciel qui permet de faire ça, qui s'appelle Smash. On pourra en rediscuter plus tard. Mais revenons à nos moutons. Si vous décidez de partager ce lien-là vers un lien SharePoint et que vous ouvrez en fait ce lien
vers l'extérieur et que malencontreusement, cet accès, vous l'ouvrez à tout le monde et vous ne l'ouvrez pas uniquement à une seule personne et que des gens en profitent pour vous prendre ce fichier-là. Il faut savoir que ça, c'est votre responsabilité. Donc, tout ce qui est accès et contrôle de la donnée, c'est de votre responsabilité, ce n'est pas de la responsabilité de Microsoft. Et enfin, tout ce qui va concerner le RGPD, donc savoir si un collaborateur quitte votre société, est-ce que je dois garder des traces de son nom quelque part ou autre, si on a fait la demande de suppression, etc. ou autre, ça également, tout ce qui va être légal, conformité ou autre, c'est votre responsabilité. Donc en gros, si on schématise et on récapitule, infra, responsabilité de Microsoft, la donnée en elle-même, votre responsabilité. Donc j'entends souvent parler, oui, mais chez Microsoft, il y a également des rétentions. Alors attention, une rétention n'égale pas une sauvegarde. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le premier élément. Rétention n'égale pas sauvegarde. Donc, comment je pourrais vous expliquer la chose? Donc, en informatique, la sauvegarde, ça consiste en fait à s'assurer que le contenu peut être récupéré et accessible à n'importe quel moment par les utilisateurs. La rétention, elle, c'est le délai avant que le contenu soit définitivement supprimé. Alors, il y a une petite nuance entre les deux, hein, mais vraiment sauvegarde, c'est je sauvegarde, par exemple, une donnée, je peux la sauvegarder pendant 1 an, 2 ans, 6 ans, 10 ans, peu importe. Rétention, c'est le temps entre que cette donnée-là soit, une fois que cette donnée sera définitivement perdue, en fait, quand vous supprimez une donnée, soit définitivement perdue. Et la rétention, on va le voir après, c'est marqué sur la slide, hein, va être différente chez Microsoft selon le type de données que vous avez dans Microsoft 365. Mais en tout cas, ce sera un défaut de conseil de ma part de vous dire que la rétention égale sauvegarde. Ça, c'est faux, complètement faux. Et surtout, ne pensez pas que cette rétention soit nécessaire et suffisante pour garder vos données à l'intérieur de votre tenant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la rétention n'est pas, quand vous ouvrez un tenant chez Microsoft, n'est pas automatiquement mise en place. Je vous ai mis le lien ici. Je vais vous le remettre également dans la conversation pour que vous l'ayez tous. Mais ce qui est important de savoir, c'est que par défaut, cette rétention n'est pas forcément active au sein de votre tenant. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez de 14 à 30 jours. Je vais revenir tout de suite après dessus. Donc la rétention en termes de données sur du OneDrive ou du SharePoint, hein, pour rappel, OneDrive, SharePoint, c'est la même techno derrière, ça peut aller jusqu'à 93 jours. En règle générale, regardez d'ailleurs avec le lien que je vous ai envoyé comment est configuré sur votre tenant cette rétention-là. Par défaut, c'est 30 jours et vous pouvez la monter à 93 jours. Ce qui signifie qu'un document supprimé, vous allez pouvoir le récupérer dans un délai de 93 jours. Passé ce délai, vos fichiers sont définitivement perdus. Vous ne pourrez jamais les retrouver. Également, regardez dans la partie compliance ce que dit Microsoft par rapport à vos données. Il n'y a aucun engagement à 100% de la part de Microsoft de récupérer un document qui est en rétention. C'est-à-dire que vous pourrez faire un ticket au support, ils vont regarder pour pouvoir récupérer votre document, mais il n'y a pas d'engagement de résultat quant à la récupération de ce document. C'est important de le savoir. Deuxième rétention, les emails. Donc par défaut, c'est 14 jours. Et c'est un délai que vous pouvez monter jusqu'à 30 jours au sein de votre tenant. Toujours pareil après avec le lien compliance.microsoft.com. Ça, c'est la rétention maximum que vous pouvez retrouver par rapport à vos emails. Et enfin, les messages Teams. Je parle bien des messages instantanés que vous pouvez retrouver dans Teams. Vous avez une rétention entre 1 et 7 jours comme selon le paramétrage que vous avez mis pareil sur votre tenant. Donc, je récapitule. Rétention n'égale pas sauvegarde. Sauvegarde, c'était vraiment s'assurer que le contenu peut être récupéré, rendu accessible aux utilisateurs n'importe quand. Rétention, c'est le délai avant que la donnée soit définitivement supprimée ou perdue. Donc voilà, ça c'est important d'avoir les deux notions. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail plus. Enfin, on va pas. Le but, c'est pas que je vous fasse peur ou autre, mais il existe plusieurs types d'incidents, parce que vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas que, il y a pas que la cybercriminalité hein, pour perdre des données. Il y a déjà la suppression accidentelle. Qui n'a jamais, par défaut, enfin par accident, supprimé un email, parce que ça peut arriver vite, hein, ou supprimé un fichier d'un SharePoint. Je donne une bêtise, j'ai synchronisé mon SharePoint sur mon poste,
Je supprime le document parce que par manque de connaissances, je pense que ça va supprimer le document sur mon ordinateur. Et au final, bah non, ça le supprime pour l'intégralité de la société. Et bah, du coup, c'est une suppression accidentelle. Et cette suppression accidentelle, si je ne m'en rends pas compte tout de suite, eh ben, je peux définitivement perdre un fichier. Sauf si j'avais une sauvegarde en place, seulement ce fichier-là, je pourrais le retrouver plus tard. Ensuite, j'ai les rétentions non permanentes. J'ai par exemple un fichier qui est sur mon OneDrive. Moi, en j'avais, je quitte l'entreprise parce que je vais travailler dans une autre entreprise et le service informatique, ce qui est logique, décommissionne du coup la licence sur mon profil. Parce qu'ils ne vont pas continuer à payer une licence pour Omajave qui ne fait plus partie de la société. Ce qui est logique, du moment que vous décommissionnez euh, une licence sur un utilisateur, cet utilisateur-là, donc du coup, devient inactif, et vous avez 30 jours chez Microsoft où les données sont conservées. Passé ce délai-là, s'il n'y a pas de licence sur le profil de l'utilisateur, les données sont perdues. Alors moi, mon premier conseil que je vous donne, hormis le fait de passer sur une sauvegarde ou autre, c'est quand vous avez un collaborateur qui quitte la société, quelque chose qui vous coûte 0 €, mais transformez cette boîte aux lettres en boîte aux lettres partagée. Même si vous l'affectez sur 0 utilisateur, au moins ça vous permet de toujours l'avoir stocké en boîte aux lettres partagée sur votre tenant, et le jour où vous voulez accéder à leur mail, vous l'attachez à un utilisateur et vous retrouverez les mails du collaborateur qui a quitté la société. Donc, transformer vos boîtes aux lettres actives en boîtes aux lettres partagées quand vous avez un collaborateur qui part. Ça, c'est important. Ça, c'est pour la partie boîte aux lettres. Pour la partie documents, si vous avez des documents à récupérer ou autres, vous avez la possibilité de faire la sauvegarde, récupérer ce que vous avez besoin à l'intérieur de la sauvegarde, puis après, vous pourrez supprimer la sauvegarde si besoin. Mais en tout cas, vous avez également cette rétention non permanente sur des utilisateurs inactifs. Vous avez les menaces internes. On sait que, alors malheureusement, hein, vous n'avez pas que les menaces externes. Alors j'ai parlé d'accidents sur la suppression accidentelle, mais ça peut être aussi une action malveillante de la part d'un collaborateur avec qui ça ne se passe pas bien et qui décide de supprimer en masse l'intégralité des données et de supprimer également sa corbeille ou autre. Du moment que vous avez supprimé votre corbeille également, les rétentions, par exemple, en termes de compliance Microsoft ne s'appliquent pas et vous pouvez perdre ces données-là. Donc vous avez tout ce qui est menaces internes. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui va être menaces externes, donc les attaques cybercriminelles, les phishing ou autres, etc., qui peuvent arriver. Donc ça, c'est important également de le prendre en compte. Et enfin, vous, par rapport à votre activité, alors on a tous des activités différentes, vous êtes peut-être confronté à des réglementations ou autres qui vous imposent de sauvegarder vos données. Et bien, sachez que Microsoft 365, la rétention présente par défaut dans Microsoft 365 ne répond pas à la majorité de ces réglementations. Donc, c'est important également d'en avoir connaissance. J'en ai fini avec la théorie. Donc, si on doit conclure là-dessus, SaaS, cloud, etc., n'égale pas sauvegarde. Ça ne veut pas dire pourquoi. Ça ne veut pas dire que si vos données sont dans un type sur le cloud ou sur un SaaS, qu'elles sont fatalement sauvegardées. C'est important de regarder les données que vous mettez dans le cloud et de savoir donc du coup si ces données sont vitales ou pas pour votre entreprise. Si elles le sont, je vous encourage fortement à les sauvegarder. La responsabilité de Microsoft, c'est l'infrastructure. La responsabilité du client, c'est la donnée. Il existe des rétentions au sein de Microsoft 365 qui ne sont pas des sauvegardes. Ces rétentions ne sont pas automatiquement mises sur chacun des tenants. C'est pour ça qu'il est important d'aller vérifier sur compliance.microsoft.com les rétentions qui sont présentes sur votre tenant. Et enfin, une rétention pour SharePoint OneDrive 93 jours, pour un mail de 14 à 30 jours, pour un message Teams de 1 à 7 jours. Une rétention n'égale pas une sauvegarde. Maintenant, passons, on va dire, à la pratique. Donc, ce que je vais vous montrer, encore une fois, c'est l'outil de sauvegarde de Microsoft 365 qui est présent au sein de votre centre d'administration. Alors, bien entendu, je vous le dis déjà, ce n'est pas sauvegardé sur le même cloud. Hein. Le cloud de Microsoft 365 et la sauvegarde ne sont pas sauvegardés sur le même cloud chez Microsoft et donc pas sur le même data center. Sinon, il n'y a aucun intérêt de faire cette sauvegarde. Première chose, vous verrez, je vous ai mis 3 liens ici dans la présentation que je vais vous remettre également dans la conversation. Ces 3 liens-là vont nous permettre après par la suite de estimer un coût
de la sauvegarde M395 chez vous. Hop, donc là, on va passer à la partie estimation du coup. Donc, il faut savoir que la sauvegarde M325, alors je ne l'ai pas noté, hein, mais je vais vous le donner, c'est 0,15 centimes du giga. Vous allez me dire, c'est très bien. Comment je sais combien de gigas j'ai dans mon tenant pour pouvoir les sauvegarder? Donc, Exchange, partie mail, SharePoint, partie fichier, OneDrive, partie fichier. Vous avez trois liens. Ces trois liens vont vous ramener sur l'admin center de Microsoft. Donc, je vais ouvrir les trois liens, moi, ici. Je les mets dans la conversation, hop, pour que vous puissiez les avoir. Voilà. Voilà. Alors, j'ai une question en même temps, Julien. Le lien ne renvoie pas, renvoie à Purview. Alors, Purview, c'est parce que chez Microsoft, ça change de nom, mais Purview, c'est bien la partie compliance de Microsoft. Je regarderai si j'ai un autre lien dedans, mais normalement, c'est bien le bon lien. C'est bien le nom qui a changé, mais c'est bien, ça parle bien de la compliance de Microsoft. Donc, pour revenir à mes moutons, sur le taux d'utilisation de vos licences, donc là, sur la partie Exchange, je vais retrouver toutes mes boîtes mail, donc toutes les boîtes mail actives de ma société, le global de l'intégralité de ces boîtes mail, mais comme je vous l'ai dit auparavant, moi, je ne sauvegarde pas, par exemple, l'intégralité de mes boîtes mail. Et donc, en dessous, j'ai par utilisateur le nombre d'items contenus dans chacune des boîtes mail, et enfin également le nombre en termes de stockage, la taille que représentent du coup ces boîtes mail. Et là, je retrouve l'intégralité des boîtes mail en question. Et après, à vous de décider ou pas si vous décidez de sauvegarder telle ou telle boîte mail. On le verra après par la suite. J'ai la même chose avec la partie fichier. Donc la partie fichier de SharePoint. Donc là, pareil, vous avez tous vos sites SharePoint ici ou groupes, hein, voilà, qui sont répertoriés. Et ici, vous avez l'espace utilisé par chacun de ces sites SharePoint. Donc voilà, ça vous permet également d'avoir un estimatif du coût que du coup va vous coûter la sauvegarde M365 si vous utilisez cette dernière. Et enfin, la même chose avec la partie OneDrive. Et pareil, j'ai le stockage utilisé par utilisateur sur chacun des OneDrive de chacun des collaborateurs. Après, à vous de voir les OneDrive que vous souhaitez sauvegarder, hein. Pour information, pour rappel, SharePoint, c'est les sites globaux sur lesquels, donc des sites documentaires, tous les utilisateurs qui ont les droits vont pouvoir partager leurs dossiers. OneDrive, c'est la partie individuelle et non personnelle, hein, individuelle de chaque utilisateur, par exemple les documents de tel utilisateur ou autre. Donc une fois que j'ai estimé le coût de ma sauvegarde par rapport au site que je voulais sauvegarder, par rapport également aux boîtes aux lettres que je voulais sauvegarder, etc., etc., je vais pouvoir passer à la partie configuration. Donc première chose, pour pouvoir configurer la sauvegarde au sein de votre admin center, c'est configurer ce qu'on appelle un Pay as you go chez Microsoft. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un prix par giga, donc 0,15 centimes par giga. Ce prix-là, donc du coup, selon le nombre enfin la taille de votre sauvegarde, vous allez avoir une facturation qui va être différente au mois le mois. Et donc du coup, pour faire cela, il faut activer ce qu'on appelle le paiement à l'utilisation, le Pay as you go, chez Microsoft. Donc le paiement à l'utilisation, comment ça s'active? Première chose, on vous active un abonnement, donc un abonnement Azure, qui va permettre en fait, cet abonnement, c'est quoi? C'est un peu comme si vous allez faire vos courses chez Carrefour, Leclerc, peu importe. Vous prenez un caddie. Bah là, c'est la même chose. C'est-à-dire que le caddie, vous ne le payez pas, hein. Vous mettez juste la petite pièce de consigne. Donc là, l'abonnement, pareil, il vous coûte 0 jusqu'à ce que vous mettiez quelque chose dans le caddie et que vous passiez à la caisse. Bah là, c'est pareil. Dans votre abonnement, il vous coûte 0 jusqu'à ce que vous mettiez les données que vous souhaitez sauvegarder, et on va regarder après comment faire, hein, au sein de Microsoft 365. Et vous payerez à la fin du mois, du coup, l'espace total, excusez-moi, sauvegardé du mois précédent. Donc, pour pouvoir faire ça, on va vous paramétrer un abonnement Azure. Donc, pour paramétrer un abonnement Azure, vous demandez à votre chargé de clientèle, elle peut le faire très simplement. Vous pouvez également le faire directement à partir du Cloud Cockpit. Je vous montre un exemple chez nous. Donc voilà, j'ai pris un abonnement. Donc ça, c'est mon abonnement Azure où je viens faire mes sauvegardes. Et à l'intérieur de mon abonnement, je vais pouvoir créer des sous-catégories, ce qu'on appelle donc du coup des
des groupes de ressources. Et là, vous voyez, j'ai créé, dans mon abonnement Pay as you go, j'ai 2 groupes de ressources. J'en ai un pour le backup, donc ça, c'est le backup 365. Et j'en ai un, alors là, on s'éloigne pareil du sujet, vous avez un webinaire qui est dédié là-dessus, vous pouvez vous inscrire, qui est sur l'intelligence artificielle, donc Copilot Microsoft, où vous pouvez maintenant le payer à l'utilisation et non sous forme de licence. Ce qui permet vraiment de démocratiser les coûts pour l'intelligence artificielle au sein d'une société. Bref, c'est au même endroit que vous venez déclarer ici vos différents coûts à l'utilisation. Vous pouvez également, chez Microsoft, maintenant payer des coûts à l'utilisation quand vous faites par exemple du Power Apps, du Power Automate, etc. Et donc, moi, je crée à chaque fois un groupe de ressources différent, ce qui me permet après de suivre la facturation des différents groupes de ressources. Donc, j'ai bien un groupe de ressources backup, voilà, que j'ai créé, où je retrouve les informations liées à mon backup. Une fois que j'ai paramétré mon abonnement Azure, je vais aller dans ma console Office 365, je vais aller dans Configuration. Dans Configuration, j'arrive ici, Configuration, et je vais aller tout en bas de Configuration, et j'ai ici activé les services de paiement à l'utilisation. Donc je clique dessus, voilà. Et ici, si je fais Commencer, je vais retrouver, ici, vous avez la possibilité, voilà, de paramétrer. Donc moi, je l'ai déjà fait, mais là, il suffit de mettre sauvegarder, vous cliquez dessus. Il va vous demander l'abonnement sur lequel vous voulez sauvegarder le paiement à la facturation, le groupe de ressources, donc backup. Et en dessous, ça va me rappeler ici où dans Azure, je décide de sauvegarder mes données. Donc moi, j'ai décidé de les sauvegarder en France pour rester compliant. Donc du coup, mes données de sauvegarde seront également mises en France. Donc une fois que j'ai paramétré mon paiement à l'utilisation, je vais maintenant paramétrer ma sauvegarde. Donc pour paramétrer ma sauvegarde, je suis allé dans Paramètres, ici, toujours dans mon centre d'administration, Microsoft 365 Backup, voilà. Et ici, je vais retrouver en fait ce que je vous parlais tout à l'heure, les 3 pour le moment. Alors aujourd'hui, il y en a 3 chez Microsoft 365, mais mes 3, on va dire, grandes familles de sauvegarde que je peux paramétrer directement chez Microsoft 365. Donc SharePoint, OneDrive et Exchange. Et vous voyez, sur Arpège, j'ai une stratégie active, parce que vous pouvez avoir des stratégies différentes selon les sites que vous voulez sauvegarder et selon les boîtes mail que vous voulez sauvegarder. Et comme je vous l'ai dit, moi je ne sauvegarde pas. Donc nous, on est 16 collaborateurs, on doit avoir à peu près, si je dis pas de bêtises, une dizaine d'équipes SharePoint. Je sauvegarde uniquement 3 sites SharePoint. Alors je peux vous les lister. J'ai mon site administratif qui me permet de facturer, mon site RH qui me permet de rémunérer mes collaborateurs et où je retrouve également toutes les données qui sont liées à ces derniers. Mon site administratif, je retrouve aussi toutes les informations de paiement de mes clients. Et enfin, mon 3e site, qui est mon site technique où j'ai tous nos développements qui sont également sauvegardés. C'est les 3 sites, si demain j'en perds un, qui pourraient mettre en danger ma société. Les autres sites, c'est pas péjoratif ou autre, je n'ai pas forcément, ne mettront pas en péril ma société si je dois en perdre un. Donc du coup, je n'ai pas configuré de stratégie de sauvegarde puisque je n'ai pas de retour sur investissement, je n'ai pas de volonté de dépenser de l'argent pour sauvegarder ces sites-là. Pareil sur mes boîtes aux lettres. Mes boîtes aux lettres, alors là, c'est mon site de démo. J'en sauvegarde un peu plus que 2. Mais dans mon site de démo, j'ai uniquement la direction parce que je pars du principe que ce sont les mails les plus importants et qui pourraient mettre en péril ma société. Pour configurer une sauvegarde, c'est tout bête. Donc après, vous avez le bouton se restaurer quand une sauvegarde est bien entendu configurée. Vous cliquez sur configurer la stratégie. Alors, il faut savoir que c'est un produit qui existe depuis 1 an chez Microsoft, la sauvegarde. Avant, vous pouviez le faire que par un outil tierce. Donc, il y a des fonctionnalités qui sortent à peu près tous les trimestres et des nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, par exemple, sur ce type de sauvegarde, il n'y a pas de granularité. C'est-à-dire que vous avez une fréquence ici, donc les sites, vous allez voir les sites que je vais pouvoir mettre dessus. La fréquence, c'est tous les sites que je vais pouvoir mettre vont être sauvegardés automatiquement toutes les 10 minutes. C'est-à-dire que demain, vous aurez la possibilité avec Microsoft de pouvoir changer cette partie-là. Je sais parce que c'est à la roadmap et qu'ils nous l'ont présenté. La sauvegarde est initialement conservée pendant 14 jours. Et après, au bout de 14 jours, une sauvegarde sera conservée par semaine et par an. Bon, ça, c'est la rétention, c'est assez classique. Bien entendu, vous ne perdez pas votre sauvegarde au bout de 14 jours. C'est juste que pendant 14 jours glissants, j'ai les 14 derniers jours. Après, je remonte par semaine.
et après, je remonte par an. Et enfin, en dessous, je vois, tout est indiqué sur ce que je viens de vous expliquer. Puis vous avez ici, si vous cliquez sur le lien, dans les grands détails, enfin, tout le détail de ces sauvegardes. Bref, ensuite, vous avez plusieurs possibilités pour faire la sélection des éléments à sauvegarder. Vous avez la possibilité, quand vous avez beaucoup d'éléments, de charger un fichier CSV. Vous avez la possibilité de faire des filtres et vous avez la possibilité de le sélectionner manuellement. Donc, moi, pour la démo, je vais le sélectionner manuellement. Et ici, vous avez après, voilà, la sélection du site. Donc, je vais retrouver tous mes sites SharePoint. Voilà, je retrouve également ceux qui sont déjà sauvegardés. Voilà. Et si je veux sauvegarder un nouveau site, par exemple mon site RH, je clique dessus, je fais ajouter des sites, je fais suivant. Voilà, je peux donner un nom, hein, du coup, à ma sauvegarde. Voilà, je vais mettre test webinar. Voilà. Et enfin, ici, j'ai le récap, voilà, de la stratégie que je vais donc créer pour pouvoir sauvegarder mon site RH. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je vais annuler, je ne vais pas la faire. Voilà. Pour pouvoir générer une sauvegarde. Et vous avez le même principe sur la restauration. Voilà, j'en ai fini avec cette partie de démonstration de l'outil. Donc, je récapitule, hein, soit vous vous tentez de le faire en autonomie et vous nous dites, et on peut vous mettre à disposition un plan Azure pour pouvoir le faire, soit vous souhaitez également qu'on le mette en place pour vous. Et dans ce cas-là, allez auprès de votre chargé de clientèle. Elle vous expliquera la démarche pour qu'on puisse également sauvegarder pour vous, enfin mettre en place la sauvegarde pour vous, pour vos différents éléments. Je vais regarder si j'ai des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et je vois les questions de Julien. Je vais y répondre. Est-ce qu'on peut créer des groupes de ressources par département? Alors, vous pouvez créer des groupes de ressources par département dans Azure. Par contre, dans Azure, quand vous activez le paiement à l'utilisation, c'est sur un seul groupe de ressources. Donc, il n'y aura pas. Mickaël, excusez-moi, c'est vous qui avez posé la question. Donc, ça n'a pas fort intérêt pour moi de créer à l'intérieur d'Azure des groupes de ressources par département, en tout cas pour la sauvegarde. Si vous voulez faire autre chose avec Azure, oui. Pour la sauvegarde, non, parce que de toute façon, on pourra mettre que dans un seul groupe de ressources après le Pay as you go. En cas d'attaque, les données sont sauvegardées par l'image de notre tenant M325 que Microsoft a sa possession. Non, cela n'inclurait pas nos données, mais que les comptes. Effectivement, Microsoft n'est pas responsable de votre données et en aucun cas, en cas d'attaque, alors il y a une politique de rétention. Bien entendu, ils vont regarder, Julien, s'ils peuvent récupérer vos données, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'engagement de résultat quant à la récupération de vos données. Et non, Microsoft pourra effectivement remettre l'architecture en place de votre tenant et potentiellement les données s'ils les ont. Hein. S'ils les ont, ils ne vont pas vous dire non. Mais par contre, ils ne sont pas tenus responsables de vous redonner l'accessibilité à vos données. C'est pour ça qu'il est important de mettre en place une sauvegarde de ces dernières. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. On pourra également, si vous avez besoin également de prendre un rendez-vous avec votre chargé de clientèle afin de poser vos questions personnellement ou autres, il n'y a aucun problème. On est à votre disposition. Et si je n'ai pas d'autres questions, il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi et puis vous dire à bientôt. Et merci à vous pour votre venue sur ce webinaire. Et bien entendu, on vous enverra le replay de ce dernier et il sera également disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà. Merci à tout le monde et bonne journée. Merci. Au revoir.